Quatrième édition des matinales de l'entreprise avec la Chambre de commerce européenne à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La culture entrepreneuriale au centre des échanges. Ces entreprises qui réussissent en Afrique, telle est l'intitulé de l'œuvre de Jonathan Berman, sujet du livre du mois de juillet à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Barrick Gold Corporation veut explorer de nouvelles opportunités en Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort de la conférence de presse trimestrielle animée par les directeurs du groupe Barrick. Nous y reviendrons. Merci de nous rejoindre pour le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et l'agence Emploi Jeunes, en collaboration avec la Chambre de commerce européenne Eurocham, ont organisé la 4e édition des matinales de l'entreprise. L'objectif de ce rendez-vous est de promouvoir la culture entrepreneuriale et permettre à l'université de s'ouvrir au monde de l'emploi. Cette rencontre d'échange s'est déroulée vendredi dernier. Le point avec Lucien Sbokois et Richard Akeki. La 4e édition des matinales de l'entreprise s'inscrit dans le cadre du projet S'investir ensemble. L'objectif est de rapprocher les jeunes du marché de l'emploi et favoriser leur employabilité. L'Union européenne, avec l'appui d'Eurocham, a assuré la mise en œuvre de la 3e composante des étudiants en leur inculquant la culture de l'entreprise pour assurer l'adéquation formation-emploi. Ces matinales de l'entreprise viennent accroître les connaissances des étudiants et les préparer au premier emploi. Ces échanges était axé sur comment définir son projet professionnel et comment communiquer en public. Les outils de ces deux thématiques ont été exposés par les conférenciers spécialisés en développement humain. J'ai rendu compte qu'on a un problème d'orientation de nos étudiants et moi-même j'ai été aussi dans le cas. Donc déjà, c'était que même ils puissent faire une auto-évaluation d'eux-mêmes, de leur personnalité. Et avec cette auto-évaluation, ça va leur permettre ensuite d'identifier eux-mêmes aussi leurs compétences. Et le 3e volet, ça sera justement de choisir le bon projet professionnel, la bonne formation. L'université Houphouët-Boigny, initiatrice du partenariat entre l'Union européenne par le biais de la Chambre de commerce européenne et l'appui de l'agence Emploi Jeunes, indique que cette tribune favorise la création et le déploiement de parcours de formation adaptés aux besoins en compétences des entreprises. L'université Félix Houphouët-Boigny, aujourd'hui, c'est 70 000 étudiants, si je ne me trompe pas. Et ce n'est pas la seule université d'Abidjan ni de Côte d'Ivoire. Ça nous donne donc de nombreux étudiants qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Il faut savoir se distinguer. Il faut savoir apporter une touche supplémentaire. Il faut savoir développer certaines compétences dont on a parlé ce matin, et notamment le savoir-être. En réalité, ces matinales s'inscrivent dans une dynamique qui est inclue dans le partenariat université, chambre de commerce européenne. Tout ce que les étudiants doivent savoir pour être très opérationnels dans les entreprises, à savoir le savoir-être, l'organisation de l'entreprise, savoir définir son projet professionnel. Satisfaits des échanges avec les spécialistes du développement personnel, les étudiants se disent heureux. Ça m'a apporté beaucoup dans le domaine du professionnalisme qui me permettra de m'avancer dans le monde de l'entreprise et de me permettre de me former encore plus. Ce sont 2500 étudiants mis en stage pratique chaque année depuis l'année académique 2012-2013, fruit du partenariat Eurocham et l'université Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. À ce jour, 186 membres d'Eurocham génèrent 86 000 emplois directs du secteur formel, ce qui représente 20% du PIB ivoirien. Le respect des droits de l'homme et la justice internationale étaient au centre d'une conférence débat conjointement animée par l'OIDH, entendez l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme et la Fondation Rosa Luxembourg. Occasion donc pour les juristes et spécialistes du droit d'expliquer les mécanismes de fonctionnement de la Cour pénale internationale en s'appuyant sur un cas d'école, le procès Laurent Gbagbo Blé-Goudé. Le reportage de Zénab Dosso et Richard Akeki. Enfin libre. Après 8 ans de procédure et 14 refus de mise en liberté provisoire, le procès Laurent Gbagbo et Blé-Goudé à la CPI, Cour pénale internationale, en passe de connaître son dénouement. Quoique le procès continue de susciter des débats. Afin de mieux comprendre les mécanismes au cœur de ce système de justice internationale, l'OIDH, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, mise sur la sensibilisation. Les procédures de la CPI sont longues et complexes et ne sont pas toujours comprises, même par ceux qui revendiquent la qualité de juriste. Raison pour laquelle
nous avons voulu nous assurer que l'actualité procédurale de la CPI soit bien comprise et bien maîtrisée par, n'est-ce pas, le public ivoirien. Vous avez vu que par le passé, il y a eu plusieurs rumeurs, plusieurs fausses informations qui ont fait que le peuple s'est manifesté dans un sens comme dans un autre. Aujourd'hui, le procès a atteint une phase très importante et pour nous, il est bon de communiquer. Aucune question ne doit être laissée pour compte. Aujourd'hui, il s'agit du procès Gbagbo Blé-Goudé, mais demain, ça peut être un procès contre toute autre personne. Un objectif commun à la Fondation Rosa Luxembourg, une organisation allemande engagée dans le domaine de l'éducation politique. L'information est importante pour l'individu, quel que soit son travail ou ce qu'il fait. Il a besoin de la bonne information pour pouvoir contribuer au débat politique qui se dit dans son pays. Pour accompagner cette sensibilisation, un expert de la justice internationale s'est prononcé sur le rôle de la CPI. Le fait qu'on sache aujourd'hui que la Cour fait fi de la qualité officielle, que vous soyez chef d'État, chef de guerre, que vous soyez général, que vous soyez ministre, la Cour ne tient pas compte de ces différentes immunités-là. Lorsque vous avez commis des crimes graves, vous pouvez être poursuivi devant la Cour. Donc ce volet répressif a permis justement des émissions de mandats d'arrêt contre certaines personnalités. Et aujourd'hui, il y a des procès qui ont eu lieu avec des condamnations pour quelques-uns et des acquittements pour d'autres. Pour rappel, ce cadre d'échange initié par l'OIDH, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, est à sa 2e édition. D'éminents experts et juristes du droit international y ont pris part. Nous ouvrons le chapitre littéraire de cette édition avec le docteur Menem Messou qui a procédé à la dédicace de ces 2 ouvrages dédiés au BTP le jeudi dernier dans la commune du Plateau. Déclinés en 2 cahiers, ces œuvres donnent un aperçu du savoir et du savoir-faire de l'ingénieur en matière des travaux routiers. Le reportage est de Franck Kofi, commenté par Corona Sekongo. Il s'est fait un devoir de partager ses immenses connaissances dans le domaine de la voirie, et cela à travers ses écrits. Dr Menem Messou, ingénieur des ponts et chaussées, est l'auteur des œuvres Notes sur le contrôle géotechnique des travaux routiers et Notes sur la pratique du contrôle des travaux routiers. Respectivement 2e et 3e ouvrage du genre, la dédicace de ces œuvres s'est faite en présence d'invités avertis et de prestige. Par ses œuvres, l'auteur met en relief l'importance de la route dans le développement. En outre, il appelle à une réglementation adaptée des pratiques de réalisation de voirie aux mentalités et réalités locales. Non sans oublier la nécessité des opérations de contrôle. Tout cela en consolidant les acquis dans la gestion routière. Je vais transmettre de comprendre que la route est une technique locale. On ne peut pas aller prendre des matériaux au nord de l'Afrique pour venir construire des routes en Côte d'Ivoire. C'est la route de la terre de Côte d'Ivoire qu'on prend, donc il faut la connaître. La route, elle vit. Il faut la réparer. Avec quoi vous allez la réparer? Vous la réparez ce qui existe sur vous. Vous n'allez pas prendre ce qui est venu d'ailleurs, qui va coûter très cher. Alors que vous avez dans votre environnement des matériaux qui vont faire ce travail. Il faut donc les connaître, savoir comment les utiliser, c'est tout. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a qualifié d'importantes ses productions littéraires et scientifiques, d'où son exhortation à se les approprier. Ce d'autant plus que la Côte d'Ivoire est engagée dans de grands travaux de voirie. Je voudrais saluer et remercier le docteur Menem Messou, notre aîné, d'enrichir la bibliothèque des acteurs des travaux routiers de 2 ouvrages importants qui, je l'espère, vont contribuer à l'amélioration de la qualité des travaux routiers dans notre pays. Venus en grand nombre, les invités se sont réjouis des publications de celui qu'ils ont qualifié d'ingénieur brillant. Tous se sont fait dédicacer les ouvrages. Là, je viens de m'en procurer. Et je lui ai fait la promesse que je vais en prendre également pour le LBTP. Dans la mesure où nous recrutons chaque année des ingénieurs, nos jeunes ingénieurs, nous en prenons chaque année. Il y a les connaissances de l'école, mais également il y a les connaissances du monde professionnel. Il a été un grand homme. Dans le domaine routier en Côte d'Ivoire, nous le suivons. Nous savons qu'avec lui, avec ces ouvrages-là, on fera de bonnes choses pour la Côte d'Ivoire.
L'œuvre Note sur le contrôle géotechnique des travaux routiers a été préfacée par le ministre Amédée Kofi Kwaku. Note sur la pratique du contrôle des travaux routiers, quant à elle, l'a été par Boaké Fofana, directeur général de la SICOJ et anciennement directeur général de l'AGEROUTE. Comment promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique en sortant des sentiers battus? La question est au centre d'une œuvre intitulée « Ces entreprises qui réussissent en Afrique ». Cet ouvrage, écrit par Jonathan Berman, a fait l'objet d'une conférence-débat organisée par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Des détails sur le livre du mois de juillet avec Hervé Blayon, Tima Traoré et Marie Seri. L'entrepreneuriat est le produit d'échecs, mais aussi de succès. C'est justement les modèles de réussite qui focalisent l'attention dans l'œuvre intitulée « Ces entreprises qui réussissent en Afrique ». Cet ouvrage est le condensé de témoignages précieux d'entrepreneurs talentueux qui réussissent en Afrique. Il a été justement passé au scanner au cours d'une conférence débat sur le livre du mois de juillet 2019. Pour les panélistes commis au décryptage de cette œuvre, l'entrepreneuriat est la résultante de l'imagination et de l'innovation. Expliquant une recette de succès révélée par ce livre, Landry Cuyo, consultant, suggère aux entrepreneurs de sortir des sentiers battus. Vous pouvez être parmi ceux-là. Ils ne sont qu'un exemple. Tout ce qu'on nous demande, c'est de basculer pour que l'exception devienne un principe en Afrique, sans que nous ayons forcément à attendre que notre démarche en termes de gouvernance soit vertueuse. Pour Carmen Siei, chef d'entreprise et panéliste, la réussite des organisations repose sur des clés. Une vision qui requiert de l'entrepreneur, un démarrage modeste des activités et une volonté de parvenir à l'objectif final. Un célèbre entrepreneur américain disait ceci: tu n'as pas besoin de naître entrepreneur, tu as juste besoin de croire en ton idée, de persévérer et de ne jamais lâcher. Un entrepreneur, c'est celui qui, à partir de son idée, change, bouleverse, change les habitudes de son environnement. Pour les participants, cet ouvrage a indiqué des lignes de conduite avérées pour aboutir au succès de l'initiative privée. Cette œuvre m'inspire beaucoup d'espoir pour l'Afrique, et particulièrement pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont en quête de repères, ils sont désorientés. Je pense que ce que l'auteur Jonathan Berman veut nous apprendre, c'est de ne pas chercher à ce que tout vienne à nous, mais que nous pouvons saisir l'opportunité de ce que nous avons comme potentialité ici en Afrique. On ne le dira jamais assez, les entrepreneurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire ont besoin de formation. Vous voyez, la jeunesse a la volonté, la jeunesse a des talents, mais il manque la compétence. Et la compétence s'acquiert avec la formation. Les leçons que je puisse tirer pour dire que les Africains, effectivement, nous devons nous lever. Nous avons des potentiels. On ne s'imagine peut-être pas ce que nous avons comme bagage. C'est vraiment lourd. Donc, c'est un peu une exhortation à vraiment se lever, se prendre en charge. Le livre du mois est une tribune d'échange et de discussion portant sur des œuvres de développement économique et social. Elle est organisée par le Centre de documentation et d'information de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Après la littérature, place à présent à la peinture et c'est le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan qui a servi de cadre pour l'exposition des œuvres de l'artiste Yuba Sanogo. Une pléthore de tableaux savamment décorés et peints de belles couleurs pour montrer la splendeur du trio terre, ciel et mer. Découverte de ces œuvres avec Mondésir Nascimento Gifini et Lyon Gilbert. Ces œuvres font déjà le tour du monde. Ce jeune artiste plasticien, sorti du Centre des Arts Plastiques de Bingerville en Côte d'Ivoire. Très tôt, Yuba Sanogo s'est aiguisé aux côtés de plusieurs maîtres, ce qui lui a permis d'acquérir entre autres qualités, finesse et habileté. Pour lui, ses sources d'inspiration sont l'eau ou encore la mer, le ciel et surtout la terre, ce qui justifie la présence de pointillés bleus dans ses œuvres, pointillés symbolisant les gouttes d'eau. Depuis 2013, je suis installé à Bassam, où j'ai fait mon atelier. J'ai été beaucoup touché par l'immensité de l'océan et la foule qui vient chaque dimanche tourner autour de la plage pour passer du bon temps. Et cela m'a beaucoup inspiré et ça m'a beaucoup donné l'envie de me lancer dans la démarche que
j'utilise actuellement. Comme plusieurs de ses visiteurs et partenaires, Marie-Pierre Bousquet, spécialiste en décoration et literie, fascinée par la splendeur et le prestige des œuvres du jeune artiste plasticien ivoirien Youba Sanogo. Les tableaux de Youba sont magnifiques, ils sont très expressifs. Je les trouve extraordinaires. Je trouve que c'est un artiste ivoirien qu'il faut promouvoir, mettre en avant. Et vous pouvez retrouver notamment ces toiles dans mon magasin. Où vous avez aussi une partie de ce que fait Youba et c'est un artiste formidable. Au nom de ses partenaires, le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan et surtout l'association African Artists dont les efforts ont permis le vernissage de l'exposition Les Enfants du Monde de Youba Sanogo. Tous satisfaits des prouesses de ce jeune talentueux. C'est un artiste qui a une belle âme, c'est un artiste qui a un bel esprit. C'est un artiste jovial et puis il est puriste en fait. Voilà. Je sens qu'il est en contact avec la nature. Donc dans ses œuvres, vous aurez l'occasion de le voir. Il est d'une finesse, d'une agilité et à couper le souffle en fait. Et c'était pas quelqu'un qu'il fallait, qu'il fallait cacher. De développer la culture au sein d'un pays qui est la Côte d'Ivoire, dans lequel Sofitel a un grand passif, une belle histoire. Le groupe Accor et Sofitel et un développeur de culture. Le but, c'est de jouer toujours gagnant-gagnant. On vient dans un pays, on veut le faire connaître, on veut développer les talents, nos collaborateurs, mais aussi les talents locaux, les artistes, entre autres. Un cocktail a clôturé en beauté cette exposition. Rendez-vous a été pris pour le week-end prochain au Casino du Sofitel Hôtel Ivoire pour d'autres révélations. Le docteur Marc Bristao, directeur exécutif du groupe Barrick, et Willem Jacobs, directeur général pour l'Afrique et le Moyen-Orient, ont récemment animé une conférence de presse sur le site de la mine de Tongon dans le cadre de la rencontre trimestrielle avec la presse nationale et internationale. Il ressort donc de cette rencontre que Barrick Gold Corporation travaille activement à prolonger la durée de vie de sa mine de Tongon tout en explorant de nouvelles opportunités ailleurs en Côte d'Ivoire. La question de l'orpaillage clandestin était également au centre des échanges. Suivi. Les perspectives sont encourageantes quant à la prolongation de la durée de vie de la mine d'or de Tongon dans le département de Mbengue. C'est l'information principale qui ressort de la rencontre entre le premier responsable, Barrick Gold Corporation, anciennement Rangolt Ressources, qui exploite le gisement aurifère, et une délégation de journalistes nationaux en visite à la mine. Cet optimisme du Dr Mark Breton et ses collaborateurs tient à leur capacité à convertir les ressources proches de la mine en réserve. Aussi à l'exploitation à venir du potentiel des gisements satellites et l'exploration dans le permis de Niélé dont Tongon est partie intégrante. Au-delà de la mine de Tongon, l'investisseur minier a annoncé que de vastes travaux d'exploration sont en cours sur l'ensemble des permis de l'important portefeuille de la société minière qui couvre les régions les plus prometteuses du pays. Non sans se féliciter de l'appui constant du gouvernement et de la volonté du président Alassane Ouattara de faciliter l'essor de l'industrie minière en Côte d'Ivoire. Les sujets relatifs aux conditions des travailleurs, à l'ivoirisation des cadres, aux difficultés d'approvisionnement en électricité, aux actions de développement communautaire et surtout à l'orpaillage clandestin ont meublé les débats. Sur ce dernier point, les dirigeants de la mine ont salué les récents déguerpissements d'orpailleurs clandestins de certains sites cibles de la société minière. Toutefois, plutôt que de privilégier la répression, Mark Breton conseille que l'activité des orpailleurs soit réglementée et encadrée en vue de limiter les dommages collatéraux inhérents à leurs activités nocives. Il convient de noter qu'à ce jour, la mise en œuvre de la mine d'or de Tongon et son fonctionnement ont nécessité un investissement global de 331,5 milliards de francs CFA en une vingtaine d'années. Sa production cumulée à la fin juin 2019 est de 63 tonnes d'or. Et Tongon contribue de manière significative à l'économie de la Côte d'Ivoire à hauteur d'environ 660 milliards de francs CFA sous diverses formes. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.